Salope! Le cri a résonné sur toute la place, et la réaction du propriétaire terrien le plus redouté de la région a changé à jamais le destin de cette veuve humiliée. Avez-vous déjà imaginé assister à une scène d'humiliation publique si cruelle qu'elle serrerait le cœur même de l'homme le plus dur? C'est ainsi que commence l'histoire qui a marqué à jamais le petit village de Sainte-Marie-du-Val, au cœur de la Bourgogne, en 1905, lorsque la parole d'un homme valait plus que n'importe quelle loi écrite et que le jugement de la place publique était une sentence définitive. Le soleil écrasait la terre battue de la place du village, et l'odeur de poussière mêlée à la sueur des chevaux flottait dans l'air chaud de ce dimanche matin. Le murmure de la foule sortant de la messe à l'église paroissiale créait cette atmosphère pesante des petits villages, où tout le monde se connaît et tout le monde juge. C'est là, dans ce décor apparemment ordinaire, qu'une femme a été détruite devant des dizaines de témoins. Et un homme, connu pour sa dureté, a montré une facette que personne ne s'attendait à voir. Et mes amis, ce qui s'est passé à la fin de cette histoire a laissé toute la région bouche bée, car la vérité qui a éclaté n'était pas seulement une question de terres ou d'héritage, mais de justice, de dignité et d'un amour qui a fleuri là où personne ne s'attendait à le trouver. Restez avec moi car vous allez comprendre pourquoi ce dimanche matin a changé à jamais le cours de deux destins qui semblaient condamnés à la solitude. Préparez votre cœur. Romance, trahison, courage et un dénouement plein d'émotions ne font que commencer. Maintenant, dites-moi de quelle ville vous regardez cette histoire. Le soleil du dimanche matin baignait les rues, en terre battue de Sainte-Marie-du-Val, de cette lumière dorée typique de la campagne bourguignonne. Lorsque les ombres sont encore longues et que la chaleur n'a pas encore vraiment frappé. La place du village grouillait de monde, comme toujours après la messe de 9 heures à l'église paroissiale, quand les familles se réunissaient pour discuter, faire de petites affaires, échanger des ragots et maintenir vivantes les traditions d'une communauté où tout le monde se connaissait depuis le berceau. L'odeur de café frais venait de l'épicerie de Monsieur Amédée, se mêlant à l'arôme du pain encore chaud que Madame Sébastienne vendait dans sa petite boulangerie improvisée sur le perron de sa maison. Les chevaux attachés au poteau secouaient la tête pour chasser les mouches. Les charrettes grinçaient en passant sur les pavés irréguliers de la rue et les enfants couraient pieds nus entre les jupes de leur mère, indifférents aux conversations sérieuses des adultes. C'était une scène paisible, répétée dimanche après dimanche, année après année, dans ce village qui avait grandi autour des domaines viticoles et des élevages de bétail, où la vie suivait le rythme lent de la campagne, et où les changements mettaient des décennies à arriver. Mais ce matin-là, quelque chose de différent était sur le point de se produire, quelque chose qui allait briser la routine et marquer à jamais la mémoire de ceux qui étaient présents. Jean-Pierre Dubois, connu de tous simplement comme le Roc, chevauchait son imposant cheval alezan nommé Éclair dans les rues en direction de la place, venant du domaine du Val-Sombre, sa propriété située à environ 3 kilomètres du centre du village. Jean-Pierre avait 28 ans, mais il semblait porter le poids de 40 ans sur ses larges épaules et dans sa posture, toujours alerte, de celui qui a appris trop tôt que la vie ne fait pas de cadeaux. Sa haute stature, dépassant facilement un cacawam, avec des épaules qui semblaient sculptées par le dur labeur avec le bétail et la terre, une barbe épaisse toujours bien taillée qui couvrait un visage aux traits marqués et des yeux marron foncé qui semblaient transpercer l'âme de quiconque les croisait, provoquait un silence respectueux sur son passage. Il portait un pantalon de travail en cuir épais, une chemise de coton blanc aux manches retroussées, révélant des avant-bras musclés et marqués de cicatrices de travail, de hautes bottes en cuir usées par le temps, et le chapeau à larges bords qu'il ne quittait jamais même à l'intérieur de l'église. Ses grandes mains calleuses tenaient les rênes d'Éclair avec la fermeté de celui qui est né en selle. Et il émanait de lui une aura d'autorité naturelle, qui ne venait pas de l'arrogance, mais d'une confiance gagnée à la sueur et au sang. Le surnom « le Roc » n'était ni un hasard, ni une plaisanterie. Jean-Pierre l'avait gagné 5 ans plus tôt, à seulement 23 ans.
lorsqu'il s'était retrouvé encerclé par 5 hommes armés qui tentaient de s'emparer par la force d'une partie de ses terres, profitant du fait qu'il était encore jeune et venait de perdre son père. Cet après-midi-là, qui est resté dans l'histoire de la région, Jean-Pierre les a affrontés seul, armé uniquement d'un fer rouge qu'il avait retiré de la forge où il ferrait un cheval. 3 des hommes sont repartis de là, marqués à vie, l'un au visage, l'autre au bras, le 3e dans le dos, et les 2 autres se sont enfuis en jurant de ne jamais revenir. Depuis lors, le Roc était plus qu'un surnom. C'était un avertissement. Cet homme protégeait ce qui était sien et ce qui était juste, et il ne baissait la tête devant personne. Mais ce que peu de gens savaient, car Jean-Pierre était un homme de peu de mots et de beaucoup de silence, c'est que derrière cette réputation de dureté se cachait un cœur profondément marqué par la perte. Veuf depuis 5 ans, depuis qu'il avait perdu sa femme Marie-Claire de la fièvre typhoïde, à peine 8 mois après leur mariage, il avait construit autour de lui une muraille de travail et de silence, enterrant sa douleur là où personne ne pouvait la voir. Le domaine du Val-Sombre, qu'il avait hérité de son père et agrandi par un travail acharné, était à la fois sa fierté et sa prison. L'endroit où il passait ses journées du lever au coucher du soleil, s'occupant du bétail, cultivant les vignes, réparant les clôtures, toujours en mouvement, toujours occupé, car s'arrêter signifiait se souvenir, et se souvenir signifiait sentir le vide immense que la mort de Marie-Claire avait laissé. Sainte-Marie-du-Val le voyait comme un homme craint, respecté, mais distant, quelqu'un sur qui on pouvait compter en cas d'injustice, mais qui ne se laissait pas approcher affectivement. Aux fêtes du village, il apparaissait, saluait poliment, mais ne dansait pas et ne restait pas tard. Au café, il buvait 1 ou 2 verres d'eau-de-vie, parlait de bétail et de vendanges, mais jamais de sentiments ou de solitude. Les jeunes filles à marier avaient renoncé à essayer de l'attirer dans des conversations plus longues, et les familles ne l'invitaient plus à des dîners où il y avait toujours une cousine ou une nièce disponible. Jean-Pierre s'était habitué à la solitude, ou du moins c'est ce qu'il se disait chaque soir en rentrant dans la grande maison vide où les seuls bruits étaient le grincement du vieux bois et le chant lointain des grillons. Mais la vérité, celle qu'il gardait au fond de son cœur et n'admettait jamais, même à lui-même, c'est qu'il y avait des nuits où la solitude pesait si lourd qu'il souhaitait pouvoir parler à quelqu'un d'autre, chose que de clôtures brisées et de prix du veau. Il souhaitait pouvoir ressentir à nouveau cette sensation d'avoir quelqu'un qui l'attendait, de ne pas être seulement un homme seul, dans un domaine trop grand pour un cœur vide. Ce dimanche matin, après la messe où il avait prié pour les âmes de son père, de sa mère et de Marie-Claire, comme il le faisait chaque dimanche sans faute, Jean-Pierre avait seulement l'intention d'acheter quelques provisions à l'épicerie, de discuter brièvement avec quelques connaissances de la sécheresse qui s'annonçait et de retourner au domaine avant que le soleil ne soit trop haut. Il attacha Éclair au poteau, en face de l'épicerie. Il ôta un instant son chapeau pour essuyer la sueur de son front avec la manche de sa chemise. Et c'est alors que ses yeux captèrent la scène qui allait tout changer. Là, à quelques mètres de distance, devant l'entrée de l'épicerie, une jeune femme aux cheveux châtains, attachée en un chignon simple qui commençait déjà à se défaire, vêtue d'une robe bleue délavée, qui avait dû être jolie mais montrait maintenant des reprises et de l'usure, tenait un petit baluchon de vêtements contre sa poitrine avec ses 2 mains, comme si c'était tout ce qui lui restait au monde. Son visage, aux traits délicats et à la peau claire qui révélait qu'elle ne passait pas ses journées sous le soleil ardent des champs, était rouge non pas de chaleur, mais d'humiliation. Et ses yeux verts, qui auraient dû briller, mais ne brillaient plus, étaient fixés sur le sol en terre battue, tandis que des larmes silencieuses coulaient sans qu'elle ne fasse le moindre mouvement pour les essuyer. Devant elle, gesticulant de manière exagérée et parlant assez fort pour que la moitié de la place puisse l'entendre, se tenait une femme d'environ 45 ans, corpulente, le visage durci par une expression de cruauté qui semblait permanente, vêtue d'une robe noire de veuve qui contrastait avec ses gestes peu discrets. C'était Odile Moreau,
et Jean-Pierre la reconnut vaguement comme la veuve qui avait épousé le propriétaire Antoine Moreau 2 ou 3 ans auparavant, peu après la mort de sa première femme. La voix stridente d'Odile fendait l'air chaud du matin comme un fouet. « Salope, tu pensais t'enfuir avec les bijoux de ta défunte mère, n'est-ce pas ? Veuve sans vergogne qui n'a même pas donné un fils au pauvre Antoine avant qu'il ne meure. » Les mots étaient crachés avec une violence qui fit s'arrêter plusieurs personnes sur la place pour observer. La jeune femme, que Jean-Pierre réalisait maintenant être Hélène, la belle-fille d'Odile, dont il avait entendu de vagues commentaires au village, gardait la tête basse, les épaules courbées, comme si elle essayait de se faire plus petite, invisible, mais les larmes continuaient de tomber en silence, marquant la poussière à ses pieds, de petites taches sombres. Odile ne s'arrêtait pas. La femme semblait nourrie par l'attention du public involontaire qui se formait, et sa voix devenait de plus en plus forte, de plus en plus cruelle. « Tu vas vivre de quoi, espèce d'inutile? Tu vas te vendre dans la rue? Parce que dans ma maison, tu ne remettras plus les pieds. Tu as déjà causé assez de problèmes. Tu as déjà trop déshonoré notre famille. » C'est alors que d'un mouvement brusque qui fit faire à Hélène un pas chancelant en arrière, Odile lui arracha le baluchon des mains et, sous les yeux de tous, commença à éparpiller les quelques vêtements qu'il contenait sur le sol en terre battue. Une robe simple, une combinaison, un châle reprisé, tout tomba dans la poussière et Odile, comme si cela ne suffisait pas, se mit à piétiner les vêtements avec ses lourdes chaussures, les salissant, les détruisant, tandis qu'Hélène levait enfin les mains dans une faible tentative pour l'en empêcher, mais sans la force réelle de confronter sa belle-mère. La foule regardait en silence, certains avec une pitié visible sur le visage, d'autres avec cette expression neutre de ceux qui ne veulent pas se mêler, et d'autres encore avec une lueur dans les yeux qui révélait le plaisir morbide d'assister au malheur d'autrui. C'est ainsi que fonctionnait la campagne en 1905. Les affaires de famille étaient des affaires de famille. Et même lorsque l'injustice était évidente, même lorsque la cruauté était flagrante, les gens n'intervenaient pas, parce que ce n'était pas leurs oignons et que se mêler des affaires des autres pouvait attirer des ennuis. Mais Jean-Pierre n'était pas comme les autres. Quelque chose en lui, quelque chose qui dormait depuis 5 ans, quelque chose qu'il pensait mort avec Marie-Claire, se réveilla avec une force qui le surprit. Peut-être était-ce le souvenir de sa propre femme, si fragile dans ses derniers jours, si dépendante de sa protection. Peut-être était-ce le souvenir de sa mère, qui lui avait toujours appris qu'un vrai homme protège les plus faibles. Peut-être était-ce simplement le sens de la justice qui coulait dans ses veines et qui lui avait valu le surnom de « le Roc ». Ou peut-être, et il ne l'admettrait même pas sous la torture, était-ce quelque chose dans la vulnérabilité de cette femme, dans la façon dont elle essayait encore de garder sa dignité malgré l'humiliation, qui toucha une corde depuis longtemps oubliée en lui. Quoi qu'il en soit, Jean-Pierre sentit sa mâchoire se contracter, ses poings se serrer, et avant même que son cerveau rationnel ne puisse traiter ce qu'il faisait, sa voix grave fendit l'air de la place, comme le tonnerre. Ça suffit. Un seul mot, mais dit avec une telle autorité, un tel poids de commandement, qu'Odile s'arrêta net au milieu de son geste de piétiner un autre vêtement. Le silence qui suivit fut absolu. Même les enfants s'arrêtèrent de courir. Même les chevaux cessèrent de secouer la tête. Toutes les attentions se tournèrent vers Jean-Pierre, qui marchait maintenant d'un pas ferme et délibéré en direction d'Odile et d'Hélène. Ses yeux, qui pouvaient être durs comme l'acier quand il le fallait, étaient fixés sur Odile avec une intensité qui fit reculer instinctivement la femme de 2 pas. Jean-Pierre s'approcha suffisamment pour que sa présence physique, sa taille, ses larges épaules projettent une ombre sur Odile, mais pas au point qu'on puisse l'accuser de la menacer physiquement. Sa voix, quand elle sortit, était basse, contrôlée, mais chargée d'une menace contenue qui était bien plus effrayante que n'importe quel cri. « Madame, vous allez présenter vos excuses à cette jeune femme, immédiatement. Ce n'était pas une demande, c'était un ordre. Et tout le monde sur la place savait que lorsque Jean-Pierre, le Roc du Bois, donnait un ordre, il valait mieux obéir.
Odile, cependant, était loin d'être une femme facilement intimidée. Elle se remit du choc initial, redressa sa posture et répondit d'une voix qui tentait de paraître ferme, mais qui tremblait légèrement sur les bords. « Monsieur, ne vous mêlez pas de ce qui ne vous regarde pas, Leroc. C'est ma belle-fille et je fais ce que bon me semble. Ma maison, mes règles, ma famille. » Il y avait du défi dans ces mots, mais il y avait aussi autre chose. Quelque chose que Jean-Pierre, avec son expérience de la lecture des gens, capta immédiatement. Il y avait la peur qu'il enquête, qu'il pose des questions, qu'il ne se contente pas de la surface de la situation. Jean-Pierre regarda autour de lui, voyant les visages dans la foule, certains connus, d'autres juste de vue, mais tous attentifs, tous attendant de voir ce qui allait se passer. Puis il regarda Hélène, qui gardait toujours les yeux baissés, tremblant visiblement, les mains maintenant vides, tombant le long de son corps, dans une posture de défaite complète. Mais il y avait quelque chose là, quelque chose qu'il vit quand elle leva le visage un très bref instant, qui n'était pas une défaite complète. Il y avait une colère contenue, il y avait une force silencieuse qui tentait de survivre sous les couches d'humiliation. Il y avait une dignité blessée, mais pas détruite. Jean-Pierre prit une décision. Sans dire un mot de plus à Odile, sans lui donner la satisfaction d'une réponse, il se pencha simplement, ramassant un par un les vêtements d'Hélène sur le sol en terre battue. Ses grandes mains calleuses, habituées au travail pénible, prenaient les tissus délicats avec un soin surprenant, secouant la poussière, les pliant approximativement, les remettant dans le baluchon. La place entière observait dans un silence stupéfait. Personne ne s'attendait à voir Leroc, l'homme le plus craint de la région, le propriétaire qui avait affronté 5 hommes armés et en était sorti victorieux, le veuf solitaire qui ne s'approchait de personne, à genoux par terre, ramassant les vêtements d'une femme qu'il ne connaissait même pas. Quand il eut terminé, Jean-Pierre se releva, tint le baluchon d'une main et de l'autre tendit la main à Hélène. « Venez avec moi », dit-il simplement, avec cette même voix grave, mais qui avait maintenant une tonalité différente, quelque chose entre le commandement et l'invitation, entre la protection et le respect. Hélène leva ses yeux verts, encore embués de larmes, croisant pour la première fois directement son regard. Et là, dans cette rencontre de regards, qui ne dura que quelques secondes, mais qui parut une éternité, quelque chose passa entre eux. Quelque chose qu'aucun des deux n'aurait pu expliquer avec des mots, mais que tous deux sentirent au fond de leur cœur. Il y avait, dans les yeux marron foncé de Jean-Pierre, quelque chose qu'elle ne s'attendait pas à voir, dans les yeux de l'homme le plus craint de la région. Il y avait de la bonté, il y avait de la compréhension, il y avait cette étincelle d'humanité que la cruauté de la vie n'avait pas encore réussi à éteindre complètement, et il y avait, plus important que tout, il y avait du respect. Pas de la pitié, non, mais un respect authentique pour sa dignité en tant qu'être humain. Avec des mains qui tremblaient autant par l'émotion que par le choc de ce qui se passait, Hélène accepta sa main. La main de Jean-Pierre était grande, chaude, rêche de callosité, mais incroyablement douce lorsqu'elle se referma autour de ses doigts, et il la tira doucement vers le haut, l'aidant à se stabiliser alors qu'elle faillit perdre l'équilibre. « Vous venez avec moi » dit à nouveau Jean-Pierre, la regardant maintenant droit dans les yeux, s'assurant qu'Hélène comprenait que ce n'était pas une imposition, mais un choix. « Vous resterez à mon domaine le temps qu'il faudra. Je ne vous demande rien en retour. Je n'attends rien de vous. Un toit, un repas et le respect. Rien de plus, rien de moins. Quand vous voudrez partir, vous partirez avec assez d'argent pour recommencer, ou vous le choisirez. Mais tant que vous serez là, personne ne vous humiliera, personne ne vous maltraitera, personne ne vous manquera de respect. C'est la parole de Jean-Pierre Dubois. » Hélène ne put répondre avec des mots. Sa gorge était trop nouée par l'émotion, le choc, la gratitude incroyable qu'elle ressentait pour cet étranger qui était apparu de nulle part pour la défendre quand le monde entier l'avait abandonnée. Elle réussit seulement à hocher la tête une fois, 2 fois, tandis que de nouvelles larmes coulaient. Mais c'étaient maintenant des larmes différentes, non pas d'humiliation mais de soulagement, d'un espoir fragile
qui commençait à naître. Jean-Pierre guida Hélène jusqu'à l'endroit où Éclair était attaché. Il l'aida à monter sur le cheval, l'asseyant devant lui sur la selle, attacha son baluchon de vêtements derrière et monta avec des mouvements assurés. Alors qu'il ajustait les rênes, se préparant à partir, la voix stridente d'Odile fendit à nouveau l'air, maintenant chargée d'un venin pur. « Tu le regretteras, le roc. Mon frère ne laissera pas passer ça. Cette femme est une calamité, une malédiction. Elle a apporté le malheur à notre famille, et elle t'apportera le malheur à toi aussi. Tu verras. » Jean-Pierre ne se retourna même pas pour la regarder. Il toucha simplement Éclair avec ses talons, et le cheval commença à marcher, quittant la place du village de Sainte-Marie-du-Val, sous le regard de dizaines de témoins qui parleraient de ce moment pendant des années. Alors qu'il chevauchait dans la rue en terre battue en direction de la route menant au domaine du Val-Sombre, Hélène, assise devant lui sur la selle, pouvait sentir la chaleur du corps de Jean-Pierre dans son dos. Elle pouvait sentir son odeur, qui était un mélange de cuir, de sueur honnête de travail et d'autres choses. Quelque chose qu'elle ne pouvait pas identifier, mais qui la faisait se sentir étrangement en sécurité pour la première fois depuis des mois. Elle ne savait pas qui était cet homme au-delà des rumeurs qu'elle avait entendues au village. Elle ne savait pas pourquoi il l'avait aidée, ne savait pas ce qui allait suivre. Mais pour la première fois depuis que son monde s'était effondré, Hélène sentit que peut-être, juste peut-être, tout n'était pas perdu. Et à ce moment-là, avec le soleil atteignant son zénith, avec la poussière de la route les enveloppant comme un nuage, avec le son rythmé des sabots d'Éclair marquant le chemin, ni Jean-Pierre ni Hélène ne réalisaient que le destin. Ce même destin qui avait été si cruel avec eux deux commençait à tisser un lien que même la douleur future ne pourrait défaire. Quelque chose avait changé ce dimanche matin. Quelque chose de trop grand pour être vu à ce moment-là, mais qui, avec le temps, se révélerait être la chose la plus importante qui arriverait dans leur vie, à tous les deux. Dans les jours qui suivirent l'arrivée d'Hélène au domaine du Val-Sombre, une cohabitation marquée par des silences respectueux, des gestes attentionnés et une prudence mutuelle s'installa entre elle et Jean-Pierre, comme deux personnes découvrant comment marcher l'une autour de l'autre sans marcher sur des blessures encore ouvertes. Le domaine du Val-Sombre était situé à 3 kilomètres du village, dans une vallée entourée de basses collines, couvertes de bois, avec un ruisseau qui coulait à proximité, garantissant de l'eau même en période de sécheresse. La grande maison, construite par le père de Jean-Pierre des décennies auparavant, était en bois sombre, vieilli par le temps, mais solide, avec une large véranda à l'avant, où 2 fauteuils à bascule témoignaient des nuits solitaires que Jean-Pierre y avait passées au cours des 5 dernières années. Il y avait un verger de cerisiers à l'arrière, un grand hangar où étaient entreposés les outils et l'équipement, un enclos solide pour le bétail et, disséminés sur la propriété, 3 petites maisons où vivaient les ouvriers agricoles qui travaillaient au domaine. François, un homme d'âge mûr, expérimenté et loyal. Benoît, plus jeune et fort comme un taureau. Et Joseph, à peine 17 ans mais travailleur et vif d'esprit. Hélène fut installée dans la chambre d'amis de la grande maison, un espace simple mais propre, avec un lit en fer au matelas de paille, une vieille commode en bois sombre, un petit miroir fissuré dans un cadre délavé et une fenêtre donnant sur le verger de cerisier, d'où l'on pouvait voir le ciel ouvert et entendre le chant des oiseaux à l'aube. Jean-Pierre fut très clair dès le premier instant, avec cette manière directe et sans détour qui le caractérisait. « Madame, vous restez ici le temps qu'il vous faudra. Cette chambre est la vôtre. Je ne vous demande rien en retour, aucun travail, aucune faveur, aucune obligation. Quand vous voudrez partir, vous partirez avec assez d'argent pour recommencer ou vous le choisirez. Tant que vous serez ici, cette maison est autant la vôtre que la mienne, et vous méritez le même respect que je donnerai à n'importe quel hôte de marque. » Hélène, qui au cours des 2 dernières années, depuis la mort de son père et la prise de contrôle totale de la maison par Odile, avait appris à se méfier de toute gentillesse, de toute parole aimable, de tout geste qui semblait généreux, car il y avait toujours un prix caché, resta d'abord silencieuse.
Elle observait cet homme immense qui se déplaçait dans la maison avec une délicatesse surprenante, préparant le café sur le poêle à bois, avec des gestes qui révélaient l'habitude, veillant à ce qu'elle ait suffisamment de couverture pour les nuits froides qui commençaient à marquer l'arrivée de l'automne, respectant ses silences sans forcer la conversation, mais laissant toujours entendre, par de petits gestes, qu'elle était la bienvenue et en sécurité ici. La routine du domaine était de se lever avant le soleil, quand le ciel était encore teinté de ce bleu profond qui précède l'aube, et que le chant des coqs se mêlait au meuglement lointain du bétail. Jean-Pierre se levait, se lavait le visage à l'eau froide du seau, buvait un café fort et amer préparé la veille et partait pour sa première tournée de travail. Vérifier le bétail, réparer les clôtures, nourrir les chevaux, contrôler l'état des pâturages et du ruisseau. C'était un travail pénible, physique, qui faisait mal à ses muscles et saignait ses mains quand une écharpe de bois ou un fil de fer barbelé le prenait au dépourvu. Mais c'était aussi le travail qui le maintenait sain d'esprit, qui donnait un but à ses journées, qui l'empêchait de rester trop longtemps immobile avec ses propres pensées. Hélène, habituée à travailler dur depuis l'enfance, car même avant Odile, sa mère biologique avait toujours été malade et elle avait assumé très tôt les responsabilités de la maison, commença à aider en cuisine dès la première semaine. Elle se levait tôt, préparait un café frais et fort, cuisinait des haricots au lard, faisait de la galette de maïs, du riz bien détaché, parfois un peu de viande séchée revenue ou des œufs brouillés quand il y en avait. Elle préparait les repas pour Jean-Pierre et les 3 ouvriers, qui mangeaient dans un petit réfectoire à côté du hangar. Mais elle mangeait seule dans la cuisine, ne se sentant pas encore assez à l'aise pour s'asseoir à table avec eux tous. Peu à peu, lors des brèves conversations qui avaient lieu pendant les repas, quand Jean-Pierre entrait dans la cuisine pour chercher plus de café ou pour l'avertir qu'il allait au village acheter des provisions, des bribes de leurs histoires commencèrent à émerger comme des éclats de verre qui forment lentement une image. Hélène révéla un après-midi, alors que Jean-Pierre la trouva pleurant silencieusement sur la véranda, qu'elle avait été mariée pendant seulement 8 mois à Antoine Moreau fils de propriétaire voisin, dans un mariage arrangé par leurs parents quand elle n'avait que 20 ans. Antoine était un homme de santé fragile, qui souffrait de crises respiratoires depuis l'enfance et était mort d'une pneumonie à peine 8 mois après le mariage, laissant Hélène veuve avant même qu'elle ait pu comprendre pleinement ce que c'était que d'être mariée. « Ta famille m'a blâmé », dit-elle d'une voix étranglée, essuyant ses larmes du dos de la main. « Ils ont dit que je ne lui avais pas donné d'enfant, que c'est pour ça qu'il avait perdu la volonté de vivre, que j'étais une épouse inadéquate, une femme défectueuse. Comme si 8 mois étaient suffisants, comme si c'était de ma faute s'il était né malade. » Jean-Pierre écouta en silence, sentant cette colère familière monter dans sa poitrine, cette colère contre l'injustice, contre la cruauté des gens qui jugent sans savoir, sans comprendre. Hélène continua, les mots sortant maintenant dans un flot qui semblait retenu depuis longtemps. « Mon père, Antoine Moreau père, était un homme bon, mais faible. 2 ans après la mort de ma mère de la tuberculose, il a épousé Odile, et j'ai cru que j'aurais enfin de nouveau une figure maternelle, quelqu'un pour m'aider, me guider. Mais Odile ne m'a jamais vu comme une fille. Elle m'a vu comme une domestique. Un fardeau, quelqu'un qui se tenait entre elle et ce qu'elle voulait vraiment. L'héritage de mon père, les quelques biens qu'il possédait, les bijoux qui avaient appartenu à ma mère. Elle me traitait comme une servante, me faisait travailler du matin au soir, m'humiliait devant les invités, mais je supportais parce que j'avais encore mon père et lui, même faible, me protégeait d'une certaine manière. Jusqu'à ce qu'il meure il y a 6 mois d'une crise cardiaque que personne n'attendait. Là, sa voix se brisa complètement, et Jean-Pierre, dans un geste qui le surprit lui-même, tendit la main et prit la sienne. Juste ça, un contact ferme et chaleureux qui disait sans mots « Je suis là, tu n'es pas seul ». Après la mort de mon père, poursuivit Hélène avec effort, Odile a révélé qui elle était vraiment.
Elle m'a dit que la maison était maintenant à elle, que les terres étaient à elle, que les bijoux de ma mère étaient à elle par droit de veuvage, que je n'avais droit à rien, parce que mon mariage avec Antoine fils n'avait pas produit d'héritier. Donc, techniquement, je ne faisais plus partie de cette famille. Elle me traitait pire qu'un chien, Jean-Pierre, bien pire. Elle me donnait les restes de nourriture, me faisait dormir dans une petite pièce, sans fenêtre, qui ressemblait plus à un placard, me réveillait à l'aube pour faire des travaux pénibles. Et quand j'ai essayé de protester, quand j'ai essayé de dire que j'avais droit au moins aux bijoux que ma mère m'avait laissés, elle m'a accusé de tentative de vol, m'a dénoncé au commissaire, qui est un ami de son frère, et m'a expulsé de la maison au milieu de la nuit, avec seulement les vêtements que je portais et ce baluchon que vous avez ramassé par terre. Jean-Pierre sentait sa mâchoire se contracter à chaque mot qu'elle prononçait, sentant une fureur croissante contre cette femme cruelle et contre un système qui permettait que de telles choses se produisent en toute impunité. « J'avais un petit héritage de ma mère », dit Hélène plus bas, presque en chuchotant maintenant. Elle m'a toujours dit qu'elle m'avait laissé quelque chose qui garantirait mon avenir, même s'il arrivait quelque chose à mon père. Un acte de propriété, disait-elle, qui était gardé avec les documents importants, mais quand j'ai essayé de le chercher après la mort de papa, je n'ai rien trouvé. Odile a dit que ça n'avait jamais existé, que ma mère était confuse à cause de la maladie, que c'était tout dans mon imagination. Mais je sais que ça existait, Jean-Pierre. Je me souviens de ma mère en parlant dans ces derniers jours. Jean-Pierre, à son tour, parla pour la première fois depuis des années de Marie-Claire, sa défunte épouse, ce même soir, alors qu'ils restaient tous les deux sur la véranda sous le ciel étoilé, avec l'odeur de jasmin apportée par le vent nocturne et le chant des grillons, créant une atmosphère d'intimité inattendue. « Je me suis marié avec Marie-Claire quand j'avais 22 ans, commença-t-il, la voix plus basse que d'habitude, comme si en parler lui faisait mal physiquement. Elle était la fille d'un commerçant du village, une jeune femme petite, délicate, aux cheveux noirs et aux yeux qui brillaient quand elle riait. Nous nous sommes rencontrés à la fête patronale du village. Nous avons dansé une fois, discuté, et 3 mois plus tard, je l'ai demandé en mariage. Mes parents ont approuvé, ses parents ont approuvé. Il semblait que tout était parfait, que le destin s'alignait pour que nous soyons heureux. Et nous l'avons été, Hélène, pendant 8 mois, nous avons été très heureux. Elle a apporté de la lumière à cette maison qui a toujours été un peu trop sombre, un peu trop silencieuse. Elle chantait en cuisinant, décorait les pièces avec des fleurs des champs, me faisait rire avec des histoires idiotes. Pour la première fois depuis la mort de mes parents, le domaine du Val-Sombre ressemblait vraiment à un foyer, pas seulement à un lieu de travail. Il fit une pause, déglutit avec difficulté, luttant contre l'émotion qui menaçait de briser sa voix. Mais ensuite, elle a attrapé la fièvre typhoïde, poursuivit Jean-Pierre, les yeux fixés sur l'horizon sombre. Ça a commencé par une légère toux, puis de la fièvre, puis c'est allé trop vite, Hélène. En 2 semaines, elle était si faible qu'elle ne pouvait plus se lever du lit. J'ai fait venir un médecin de Lyon. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais en médicaments. Je suis resté éveillé nuit et jour à son chevet, mais ça n'a servi à rien. Elle est morte dans mes bras, une froide aube de juin, en s'excusant de me laisser seule, comme si c'était de sa faute, comme si elle avait le choix. Et quand elle est partie, c'est comme si elle avait emporté toutes les couleurs du monde avec elle. J'ai enterré Marie-Claire sous le lilas du cimetière du village, et j'ai enterré avec elle tout espoir de ressentir à nouveau, de revivre vraiment. Depuis, Hélène, je ne fais qu'exister. Je me lève, je travaille, je mange, je dors, et je me lève à nouveau. Le domaine prospère parce que je me jette dans le travail comme un homme possédé, mais à l'intérieur de moi, c'est vide depuis 5 ans. Ce fut au tour d'Hélène de tendre la main et de prendre la sienne, et ils restèrent ainsi, 2 étrangers unis par la douleur, 2 survivants de naufrages différents, se reconnaissant dans les blessures de l'autre. Ce fut une nuit où Hélène fit des cauchemars, se réveillant avec un cri étouffé qui résonna dans la maison silencieuse, que Jean-Pierre frappa doucement à la porte de sa chambre, attendant d'entendre la permission avant d'ouvrir.
Il apportait une tasse de tisane à la camomille qu'il avait préparée lui-même, cueillant les fleurs séchées qu'il gardait dans un bocal dans la cuisine, faisant bouillir l'eau avec soin, sucrant légèrement avec du miel. « J'ai entendu le cri », dit-il de l'autre côté de la porte. « J'ai apporté quelque chose qui peut aider à calmer. Mais si vous préférez rester seul, je comprends. » Hélène ouvrit la porte, les yeux encore effrayés par le cauchemar, le visage pâle, les mains tremblantes. « Je suis désolée de vous avoir réveillé, » dit-elle honteuse. « Ne vous excusez pas de faire des cauchemars, » répondit doucement Jean-Pierre. « Quiconque a traversé ce que vous avez traversé a droit à toutes les mauvaises nuits qu'il faut. Prenez la tisane, ça aide. » Ils s'assirent sur la véranda sous le ciel étoilé, avec le croissant de lune éclairant faiblement le verger et les collines environnantes, enveloppés par l'odeur du jasmin sauvage qui poussait à proximité et par le son de la brise nocturne dans les arbres. La tisane était chaude, légèrement sucrée, réconfortante. « J'ai rêvé de ma mère », dit Hélène après quelques gorgées, la voix encore tremblante. Elle m'appelait, me disait que je devais chercher ce qu'elle m'avait laissé, que je ne pouvais pas laisser voler mon avenir. Mais dans le rêve, je n'arrivais pas à l'atteindre. Je ne comprenais pas où il était gardé, cet acte de propriété dont elle parlait toujours. Jean-Pierre écoutait attentivement. Et quelque chose dans cette histoire, quelque chose qu'il ne pouvait pas encore identifier, fit s'allumer un voyant d'alerte dans la partie analytique de son cerveau, cette partie qui était douée pour les chiffres, les affaires, pour détecter quand quelque chose n'allait pas. Votre mère a-t-elle déjà dit où elle gardait les documents? À qui elle les avait confiés? Si elle les avait enregistrés chez un notaire? Hélène réfléchit, fronçant les sourcils. Elle a dit une fois que tout était avec l'homme des papiers, qu'après sa mort, je devrais chercher l'homme des papiers, et qu'il me donnerait ce qui m'appartenait. Mais j'étais une enfant, Jean-Pierre. J'avais seulement 12 ans quand elle est morte. Je ne comprenais rien aux actes de propriété, aux notaires, aux documents. Et puis mon père a épousé Odile, et le temps a passé, et je n'y ai plus jamais pensé jusqu'à ce que vous en ayez besoin, compléta Jean-Pierre. L'homme des papiers pourrait être le greffier, le notaire ou même un avocat. Si votre mère a laissé quelque chose d'enregistré officiellement, ça doit être quelque part, dans une étude de notaire, dans des archives. Quelque chose changea cette nuit-là entre eux. Ils n'étaient plus seulement deux étrangers partageant le même toit par commodité ou charité. Ils étaient deux personnes qui commençaient à se soucier sincèrement l'une de l'autre, qui commençaient à partager non seulement un espace, mais des espoirs, des peurs, des histoires. Leurs mains se touchèrent brièvement lorsque Jean-Pierre lui rendit la tasse de tisane vide, et tous deux sentirent un choc électrique qui parcourut leurs doigts jusqu'au centre de leur poitrine. Quelque chose qui n'avait rien à voir avec la pitié ou la gratitude, mais avec quelque chose de plus profond et d'effrayant. Quelque chose qu'aucun des deux n'était prêt à nommer, mais qui ne pouvait plus être ignoré. Il y avait de l'attirance, oui, mais il y avait aussi quelque chose de plus précieux. Il y avait une connexion réelle entre deux âmes qui avaient été brisées par la vie et qui commençaient lentement et prudemment à envisager la possibilité qu'elles puissent peut-être s'aider mutuellement à recoller les morceaux. Pendant ce temps, au village de Sainte-Marie-du-Val, loin des yeux de Jean-Pierre et d'Hélène, mais bien présent dans les conséquences à venir, Odile Moreau et son frère Lucien Mercier complotaient. Lucien était un commerçant à l'apparence respectable, mais au caractère douteux, propriétaire d'une partie des commerces du village, toujours impliqué dans des affaires discutables, mais assez intelligent pour ne jamais être pris en flagrant délit d'illégalité. Lui et Odile avaient une relation trop proche pour n'être que fraternelle. Ils étaient complices, partenaires dans des combines, unis par la cupidité et un manque total de scrupules. Assis dans le salon de la maison qui avait appartenu au défunt Antoine Moreau père et qu'Odile occupait maintenant seul, les fenêtres fermées et la voix basse pour que personne ne puisse entendre, ils discutaient du problème nommé Hélène. « Ce maudit roc s'est mêlé de ce qui ne le regardait pas », grommelait Odile, arpentant la pièce, le visage rouge de colère. « Maintenant, elle est protégée, elle est dans son domaine.
Et tu sais aussi bien que moi que personne dans ce village n'a le courage de chercher des noises à Jean-Pierre Dubois. Il a des amis dans toute la région, il a de l'argent, des terres, du respect. S'il décide d'enquêter, s'il décide de poser des questions, s'il décide de poser des questions, nous sommes perdus, compléta froidement Lucien, ses yeux calculateurs fixés sur sa sœur. C'est pourquoi nous devons agir vite, Odile, très vite. Cet acte de propriété que tu as caché, celui qui dit qu'Hélène est l'héritière des terres de Claire Moreau, sa mère. Ces terres valent une fortune maintenant. Tu le sais, je le sais. Depuis qu'on a découvert de l'or dans cette région, depuis que ce commerçant de Lyon a offert un prix absurde pour les propriétés de ce secteur, ce simple acte, qui semblait ne rien valoir, est devenu un billet de loterie gagnant. Si Hélène découvre qu'elle est la propriétaire légale de plus de 50 hectares de terre avec des gisements d'or, elle devient riche du jour au lendemain et nous allons en prison pour faux en écriture, détournement de fonds, fraude. Odile s'arrêta de marcher, son expression se durcissant encore plus. Alors, nous ne pouvons pas la laisser découvrir. Jamais. Le faux testament que tu as fabriqué, qui me donne tout en tant que veuve d'Antoine, est déjà enregistré. Le greffier Joachim, que nous avons aidé avec ses dettes de jeu, a fait ce que nous lui avons demandé et a tout enregistré comme il faut. Officiellement, Claire Moreau n'a rien laissé à Hélène. Officiellement, tout est passé à son mari à sa mort, et de son mari à moi à sa mort. Tout est en règle sur le papier. Tout est en règle sur le faux papier, corrigea Lucien. Mais le vrai papier, l'acte original que Claire a enregistré à l'étude de Lyon avant de mourir, celui-là existe encore quelque part dans les archives. Si quelqu'un va chercher, si quelqu'un décide d'enquêter à fond, personne ne cherchera, dit Odile avec une conviction forcée. Hélène est une veuve sans ressources, sans famille, sans soutien. Elle vit de la charité au domaine du Roc. Elle n'a aucun moyen d'aller à Lyon, pas d'argent pour engager un avocat. Elle n'a même pas la moindre idée que ces terres valent quelque chose. Pour elle, si l'acte existe, c'est juste un petit lopin de terre que sa mère possédait. Rien de plus. Elle ne sait rien de l'or, rien de l'intérêt du commerçant de Lyon. Elle ne sait pas qu'elle pourrait acheter 10 domaines de la taille du Val-Sombre avec ce que ces terres valent. Lucien ne semblait pas si confiant. Et le Roc ? C'est un homme intelligent, Odile, un homme qui sait faire des affaires, qui comprend la valeur des terres. S'il commence à poser des questions, s'il emmène Hélène à Lyon pour enquêter, alors nous devons nous assurer qu'il ne le fasse pas, dit Odile avec un sourire froid. Nous devons détruire la réputation d'Hélène de telle manière que même le Roc ne veuille plus être associé à elle. Nous devons répandre des rumeurs, créer des situations, faire en sorte que tout le village tourne le dos à Hélène et par ricochet à celui qui la protège. Et c'est exactement ce qui commença à se produire dans les semaines qui suivirent. Des rumeurs se mirent à circuler dans le village comme une traînée de poudre, qu'Hélène s'était vendue à Jean-Pierre en échange de sa protection, qu'elle vivait dans le péché au domaine du Val-Sombre, qu'elle était une femme sans vergogne, qu'elle avait déjà détruit une famille et essayait maintenant d'en détruire une autre, qu'elle portait malheur, qu'elle était une malédiction, que tout homme qui s'impliquerait avec elle finirait mal, comme son défunt mari. Les femmes du village, toujours prêtes à juger une autre femme, surtout quand l'histoire impliquait un scandale sexuel, même imaginaire, embrassèrent les rumeurs avec ferveur. Dans les cercles de conversation après la messe, dans les épiceries où elles faisaient leurs courses, dans les cours où elles lavaient leur linge, le nom d'Hélène Moreau était prononcé en chuchotements scandalisés et avec des regards de réprobation. Et par extension, Jean-Pierre commença aussi à en subir les conséquences. Les propriétaires qui le saluaient autrefois avec respect commencèrent à éviter de faire affaire avec lui. Le curé du village, le père Augustin, un homme d'âge mûr plus soucieux des apparences que de la véritable justice, se rendit au domaine du Val-Sombre un après-midi pour conseiller Jean-Pierre. « Ah, mon fils !» commença le prêtre avec ce ton paternaliste que Jean-Pierre avait toujours détesté. « Je comprends votre bonté chrétienne en aidant une femme dans le besoin.
Dieu vous en bénira certainement. Mais vous devez comprendre que pour le bien de votre réputation et de la sienne, cette situation ne peut pas continuer. Une femme seule, veuve, vivant dans la maison d'un homme seul, veuf, sans surveillance appropriée. Cela fait jaser Jean-Pierre. Cela salit les noms. Il serait préférable pour tout le monde que la jeune femme soit envoyée dans un couvent ou pour travailler comme domestique dans une maison de famille respectable où il y aurait une surveillance féminine. Jean-Pierre, qui réparait une clôture à l'arrivée du prêtre, posa lentement son marteau, s'essuya les mains sur le chiffon qu'il portait à la ceinture et se tourna pour faire face au père Augustin avec ses yeux durs qui mettaient mal à l'aise même les hommes les plus aguerris. « Avec tout le respect que je vous dois, mon père, dit-il avec un calme glacial, Madame Hélène est chez moi parce que je l'ai invitée. Elle est libre de partir quand elle le voudra, et tant qu'elle sera ici, elle aura mon respect et ma protection. Ce que le village pense ou ne pense pas n'est pas mon problème. Je réponds de mes actes devant Dieu, pas devant les commérages de la place. Le prêtre, peu habitué à être contredit, insista. Jean-Pierre, vous êtes un homme respecté, un propriétaire terrien, de bonne famille, avec un avenir prometteur. Ne gâchez pas tout cela pour une jeune femme à la réputation douteuse. » C'en était trop. Jean-Pierre fit 2 pas vers le prêtre, et quelque chose dans sa posture, dans la façon dont ses épaules s'élargirent et sa mâchoire se contracta, fit reculer instinctivement le prêtre. « La réputation douteuse, dit Jean-Pierre d'une voix basse mais tranchante comme une lame, a été créée par des gens cruels qui se cachent derrière une fausse moralité pour justifier leur propre méchanceté. Hélène Moreau est une femme honorable, qui a été traitée injustement par sa propre famille. Et si le père pense que je vais l'expulser de ma maison pour satisfaire les ragots d'un petit village, alors le père ne me connaît pas aussi bien qu'il le pense. » Le prêtre quitta le domaine du Val-Sombre, rouge de colère et d'humiliation, et le dimanche suivant, pendant la messe, il fit un sermon rempli de messages voilés sur le péché, la tentation et l'importance de maintenir les apparences chrétiennes. Jean-Pierre n'était pas là pour l'entendre, car il avait décidé de ne plus fréquenter l'église tant que toute cette hypocrisie continuerait. Mais Hélène y était, car elle sentait encore qu'elle devait maintenir un lien avec la communauté, une tentative de ne pas être complètement exclue. Elle s'assit sur le dernier banc, la tête basse, sentant tous les regards accusateurs plantés dans son dos et écoutant le sermon qui lui était clairement destiné. La pression sociale sur Jean-Pierre s'intensifia. Les propriétaires voisins qui venaient autrefois prendre un café et discuter d'affaires cessèrent leur visite. Au village, les portes se fermaient quand Hélène apparaissait pour faire des courses avec l'argent que Jean-Pierre insistait pour lui donner. Des mots cruels étaient murmurés assez fort pour qu'elle les entende en marchant dans les rues. Perdue, sans vergogne, profiteuse, destructrice de famille. Et pire encore, on commença à suggérer que Jean-Pierre était ensorcelé, qu'il perdait la tête à cause de cette femme, qu'il perdrait bientôt tout, terre, argent, respect, s'il continuait à protéger Hélène. La goutte d'eau qui fit déborder le vase arriva un soir, où Jean-Pierre revint du village le visage fermé et les mains tremblantes de colère. Il trouva Hélène sur la véranda, en train de repriser une de ses vieilles robes à la faible lueur de la lampe, et s'assit lourdement dans l'un des fauteuils à bascule. « Que s'est-il passé ?» demanda Hélène, reconnaissant immédiatement que quelque chose n'allait pas. Jean-Pierre prit plusieurs profondes inspirations avant de pouvoir parler. « La banque a refusé de renouveler mon crédit pour la récolte de l'année prochaine. Ils ont dit que ma situation personnelle représente un risque trop élevé. Le directeur de la banque, qui connaît ma famille depuis 3 générations, qui sait que je n'ai jamais été en retard d'un paiement de ma vie, m'a traité comme si j'étais un débiteur douteux. » Hélène sentit son cœur se serrer. « À cause de moi, dit-elle doucement. Ce n'était pas une question, mais une constatation. À cause d'un système pourri qui juge sans savoir et condamne sans comprendre, corrigea Jean-Pierre. Mais Hélène ne pouvait pas le voir de cette façon.
Elle ne voyait que les problèmes que sa présence causait à l'homme qui l'avait sauvé, au seul homme qui l'avait traité avec dignité au cours des dernières années de sa vie. Elle se leva, la décision déjà prise avant même de formuler les mots. « Je m'en vais », dit-elle d'une voix ferme, malgré les larmes qui commençaient à se former. « Jean-Pierre, je vous suis profondément reconnaissante pour tout ce que vous avez fait, mais je ne peux pas vous laisser tout perdre à cause de moi. Je vais faire mes affaires, et demain matin je partirai, j'irai à Lyon. Je chercherai du travail comme couturière, comme domestique, n'importe quoi, mais je ne resterai pas ici à détruire votre vie. » Jean-Pierre se leva si brusquement que le fauteuil à bascule heurta le mur derrière lui. « Vous n'irez nulle part, » dit-il d'une voix rauque d'émotion. Hélène se tourna pour lui faire face, surprise par la véhémence de sa réponse. « Je dois partir, » insista-t-elle. « Vous perdez des affaires, du respect. Vous perdez des choses qui n'ont pas d'importance, » l'interrompit Jean-Pierre. Et il y avait une telle intensité dans ses yeux qu'Hélène resta sans voix. « Hélène, vous croyez que je me soucie de ce que pense la banque, de ce que pensent les propriétaires, de ce que pense le village ? J'ai des terres, du bétail, assez d'argent de côté pour passer 3 mauvaises récoltes sans avoir besoin d'une banque. Je peux faire affaire avec d'autres villes, avec d'autres gens. Mais ce que je ne peux pas faire, c'est continuer à vivre comme je vivais avant que vous n'arriviez ici. » Il fit un pas vers elle, puis un autre, jusqu'à être assez près pour qu'elle puisse voir chaque détail de son visage, éclairé par la faible lueur de la lampe. « Vous avez ramené la vie dans cette maison, Hélène. Pour la première fois en 5 ans, je me lève le matin et je ne sens pas ce vide immense dans ma poitrine. Pour la première fois, je rentre des champs et je trouve de la lumière aux fenêtres, une odeur de cuisine, le son de quelqu'un qui fredonne doucement dans la cuisine. Pour la première fois, j'ai quelqu'un avec qui parler d'autre chose que de bétail et de récolte. Quelqu'un qui comprend la douleur parce qu'elle porte sa propre douleur. Quelqu'un qui me donne envie d'être meilleur, de faire mieux. « Mais le village ?» commença Hélène. « Au diable le village !» dit Jean-Pierre avec une passion qui le surprit lui-même. « Au diable les jugements, les ragots, toute cette hypocrisie. J'ai vécu 5 ans en faisant ce que le village attendait de moi, en étant le veuf respectable, le propriétaire travailleur, l'homme qui ne s'engage avec personne. Et vous savez ce que ça m'a apporté? La solitude, le vide, une existence sans vie. Vous êtes arrivée ici il y a seulement quelques semaines, Hélène, mais vous avez tout changé. Et je ne suis pas prêt à retourner dans ce vide juste parce que des gens mesquins veulent juger ce qu'ils ne comprennent pas. » Hélène sentit les larmes couler librement maintenant. « Mais je vais vous porter malheur, » murmura-t-elle. « Les rumeurs, les accusations... » Jean-Pierre lui prit doucement les épaules, la forçant à le regarder. « Vous voulez savoir quel serait le vrai malheur? Ce serait de vous laisser partir. Ce serait de renoncer à la seule bonne chose qui me soit arrivée en 5 ans par peur de ce que les autres vont penser. Ce serait de choisir l'approbation du village plutôt que de choisir ce que mon cœur me dit. » Le silence qui suivit était chargé d'une tension différente. Une tension qui n'avait rien à voir avec la peur ou la situation extérieure, mais avec ce qui se passait entre eux, là, sur cette véranda, sous le ciel étoilé, avec l'odeur de jasmin dans l'air et le son lointain des grillons. Les mains de Jean-Pierre tenaient toujours ses épaules, et Hélène pouvait sentir la chaleur de ses mains à travers le tissu fin de sa robe. Elle pouvait voir la lutte intérieure qui se déroulait dans ses yeux, la même lutte qu'elle ressentait dans sa propre poitrine. Il y avait de l'attirance, il y avait une connexion, il y avait quelque chose qui grandissait entre eux, qui était effrayant justement, parce que c'était réel, parce que c'était possible, parce que cela signifiait risquer son cœur à nouveau, après qu'ils eurent tous deux décidé qu'il était plus sûr de ne plus jamais le risquer. « Jean-Pierre, » dit doucement Hélène, « que vous dit votre cœur ?» Il ferma les yeux un instant, comme s'il cherchait du courage en lui-même. Quand il les rouvrit, il y avait en eux une décision, une certitude qui n'était pas là avant. « Il me dit de ne pas te laisser partir. Il me dit que la vie m'a donné une seconde chance, et que ce serait une lâcheté de la gâcher par peur. Il me dit,
Il me dit que je tiens à toi plus qu'il n'est prudent, plus que je ne l'avais prévu, plus que je ne sais comment le gérer. » Hélène rit entre ses larmes, un son qui était moitié joie, moitié incrédulité. « Je tiens à vous aussi, Jean-Pierre. Je tiens à vous plus que je ne le devrais, considérant que nous nous connaissons à peine, mais c'est comme si je vous connaissais depuis bien plus longtemps, comme si vous étiez la pièce qui a toujours manqué, et que je ne savais même pas que je cherchais. » Ils auraient pu s'embrasser là, à ce moment parfait sous les étoiles. Mais Jean-Pierre était un homme de principe, et Hélène était une femme qui avait besoin d'être sûre qu'elle n'était pas sauvée uniquement par gratitude. Alors, au lieu de l'embrasser, il la serra simplement dans ses bras, l'enveloppant de ses bras forts, lui permettant de poser sa tête sur sa poitrine et d'entendre les battements de son cœur, qui battait maintenant plus vite que la normale. Et ils restèrent ainsi, juste enlacés, deux survivants de tempêtes différentes, trouvant refuge l'un en l'autre, tandis que le monde extérieur continuait d'essayer de les séparer, mais n'y parvenait plus, car quelque chose de plus fort que le jugement ou les conventions sociales était né là. Quelque chose que tous deux savaient, qu'il valait la peine de protéger à tout prix. Mais la paix fragile qui commençait à fleurir au domaine du Val-Sombre allait être mise à l'épreuve de manière qu'aucun des deux n'imaginait, car Odile et Lucien n'étaient pas du genre à abandonner facilement. Et la découverte des terres aurifères d'Hélène était sur le point de déclencher une série d'événements qui culmineraient en un retournement de situation que personne n'attendait. Ce fut un matin ordinaire, lorsque Jean-Pierre envoya son ouvrier le plus fiable, François, à Lyon pour chercher des outils et des semences pour la prochaine saison, que la première pièce du puzzle commença à se mettre en place. François, un homme d'une quarantaine d'années qui travaillait pour la famille Dubois depuis que Jean-Pierre était enfant, était d'une loyauté rare et d'une intelligence que beaucoup n'avaient pas. Pendant le voyage, il s'arrêta dans un café près du bureau principal des hypothèques de Lyon pour déjeuner. Et là, il entendit par hasard une conversation entre deux hommes d'affaires qui attira son attention. Ces terres de la région de Sainte-Marie-du-Val valent de l'or, littéralement, disait l'un des hommes, un individu corpulent en costume gris avec un cigare coûteux. On a découvert des gisements importants sur plusieurs propriétés. J'achète tout ce que je peux dans ce secteur. J'ai déjà conclu des affaires avec 3 propriétaires et j'en négocie 2 autres. Chaque hectare que j'achète pour 1000 francs aujourd'hui en vaudra 10 fois plus en moins d'1 an, quand l'exploitation commerciale commencera. L'autre homme, plus jeune, avec l'apparence d'un avocat, répondit « Mais vous êtes sûr que les titres sont légitimes, parce que j'ai entendu dire qu'il y a beaucoup de faux actes qui circulent dans ces régions de campagne, des gens qui essaient de vendre des terres qui ne sont pas à eux, des documents falsifiés. C'est pour ça que je ne conclus l'affaire qu'après que mon notaire de confiance ait tout vérifié au bureau des hypothèques, dit l'homme corpulent. D'ailleurs, j'ai fait une affaire exceptionnelle la semaine dernière. Une veuve, Odile quelque chose, m'a vendu 50 hectares qui appartenaient à la défunte première femme de son mari, Claire Moreau c'était son nom. Des terres excellentes, bien situées, avec accès à l'eau. J'ai payé 50 000 francs, et les terres en valent au moins 200 000 avec l'or qu'il y a là-bas. François sentit quelque chose s'allumer dans sa tête. Claire Moreau, c'était le nom de la mère de Madame Hélène. Et Odile était le nom de la cruelle belle-mère, et des terres ayant appartenu à la mère d'Hélène, vendues par la belle-mère. Quelque chose n'allait pas du tout. François n'avait pas beaucoup d'éducation formelle, mais c'était un homme attentif, qui prêtait attention aux détails et savait quand il devait intervenir et quand il devait simplement observer et retenir l'information. Il termina rapidement son déjeuner, paya l'addition et se rendit directement au bureau des hypothèques de Lyon. Avec une combinaison de charme d'homme de la campagne, quelques pièces stratégiquement placées, et l'excuse qu'il vérifiait des informations pour que son patron fasse des affaires dans la région de Sainte-Marie-du-Val, il réussit à accéder au registre. Et ce qu'il trouva fit bouillir son sang. Il y avait 2 documents concernant les terres de Claire Moreau. Le premier, le plus ancien, daté de 1890, donc 15 ans auparavant,
était un acte de propriété original au nom de Claire de Souza Moreau, enregistrant 50 hectares de terres acquises par héritage familial, situées dans la région de Sainte-Marie-du-Val, avec une description précise des limites et des caractéristiques. Ce document était marqué comme « archivé, propriétaire décédé ». Le second document, beaucoup plus récent, datant de seulement 6 mois, était un testament prétendument laissé par Claire, léguant tous ses biens à son mari, Antoine Moreau, et en cas de décès de celui-ci, à sa seconde épouse, Odile Moreau. Sur la base de ce prétendu testament, Odile avait enregistré les terres à son nom et les avait ensuite vendues aux commerçants corpulents. François, même sans être avocat, vit qu'il y avait quelque chose qui clochait. La signature de Claire Moreau sur le testament était différente de sa signature sur l'acte de propriété original. Il plaça les 2 documents côte à côte, et même pour ses yeux non entraînés, il était évident que les signatures étaient différentes. De plus, le testament était daté de 1903, mais Claire était morte en 1895, 8 ans plus tôt. Elle n'aurait pas pu écrire un testament 8 ans après sa mort. François fit des copies des documents qu'il put, payant généreusement le greffier pour qu'il ne pose pas de questions, et retourna à Sainte-Marie-du-Val plus vite qu'il n'était venu, chevauchant une partie de la nuit pour arriver plus tôt, sachant que l'information qu'il transportait était explosive et qu'elle devait arriver entre de bonnes mains avant qu'il ne soit trop tard. Quand il arriva au domaine du Val-Sombre le lendemain matin, il trouva Jean-Pierre dans l'enclos en train de trier les veaux. « Patron !» dit François essoufflé. « Il faut que je vous parle, c'est urgent, très urgent, et il faut aussi que je parle à Madame Hélène. » Jean-Pierre, voyant l'expression sérieuse sur le visage de son ouvrier, laissa immédiatement son travail et appela Hélène, qui était dans la cuisine en train de préparer le déjeuner. Les 3 se réunirent dans le salon de la grande maison et François, avec précaution, posa les documents copiés sur la table. « Patron, Madame Hélène, commença-t-il, j'ai entendu une conversation à Lyon qui a attiré mon attention, sur des terres avec de l'or dans notre région et sur le nom de la mère de Madame Hélène, mentionné dans une affaire qui ne me semblait pas nette. Je suis allé enquêter au bureau des hypothèques et... » Il montra les documents. « J'ai trouvé ça. Madame Hélène, vous êtes la propriétaire légale de 50 hectares de terre que votre mère a laissé enregistrer. Mais quelqu'un a falsifié un testament, en mettant sa signature à une date où elle était déjà morte depuis des années, et a utilisé ce faux testament pour voler vos terres et les vendre à un commerçant de Lyon. Et ces terres ne valent pas seulement ce qu'elles valaient il y a 15 ans. Elles valent une fortune parce qu'il y a de l'or là-bas. » Le silence dans la pièce était absolu. Hélène était pâle, les mains tremblantes agrippées au bord de la table. Jean-Pierre avait la mâchoire contractée, les yeux assombris de colère, lisant et relisant les documents. « Odile !» dit enfin Hélène, la voix sortant dans un murmure chargé de colère et d'incrédulité. « Odile a volé mes terres, a falsifié la signature de ma mère, m'a volé non seulement les bijoux, non seulement la maison, mais aussi l'héritage que ma mère avait tant travaillé pour me laisser. Et elle a tout vendu. Elle a vendu l'avenir que ma mère voulait me garantir. » Jean-Pierre se leva brusquement, commençant à arpenter la pièce comme un lion en cage. « C'est de la fraude, du faux en écriture, un détournement de fonds. Ça mérite la prison, Hélène, des années de prison. Et ce n'est pas seulement Odile. Elle n'aurait pas pu faire ça seule. Quelqu'un l'a aidé à fabriquer les documents. Quelqu'un, au bureau du greffier de Sainte-Marie-du-Val, a fermé les yeux ou a été complice. Probablement le greffier Joachim, qui est connu pour être un ami de Lucien. C'est une conspiration, une bande organisée. » Hélène pleurait maintenant, mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse, c'étaient des larmes de colère, d'indignation, d'années d'humiliation trouvant enfin un point de mire, une raison, une explication. « Elle m'a tout volé !» dit Hélène d'une voix tremblante mais forte. « Pas seulement l'héritage, elle m'a volé ma dignité, ma réputation, mon avenir, m'a humilié, m'a expulsé de chez moi, m'a traité comme une ordure. Et tout ça parce qu'elle savait que si je restais dans les parages, un jour je pourrais découvrir la vérité. C'est pour ça qu'elle a été si cruelle, si déterminée à me détruire complètement.
C'est pour ça qu'elle a répandu les rumeurs dans le village. C'est pour ça qu'elle a essayé de faire en sorte que personne ne m'aide. Elle voulait que je disparaisse, que je meure, que je ne découvre jamais que j'avais droit à ces terres. » Jean-Pierre s'arrêta de marcher et se tourna vers Hélène, et il y avait dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. C'était de la détermination pure, c'était la justice sur le point d'être rendue, c'était la promesse que cela ne resterait pas ainsi. « Nous allons arranger ça », dit-il d'une voix ferme. « Nous allons engager le meilleur avocat de Lyon, nous allons prouver que le testament est un faux. Nous allons récupérer vos terres, nous allons démasquer Odile, Lucien, le greffier Joachim, tous ceux qui ont participé à cette conspiration. Et nous le ferons publiquement, devant le même village qui t'a jugé, qui t'a humilié, qui t'a tourné le dos. Parce que ce n'est pas seulement une question de terres ou d'argent, Hélène, c'est une question de justice. C'est faire en sorte que tout le monde voit que tu as été la victime, pas la coupable. C'est restaurer ta dignité. » Hélène le regarda, et quelque chose se brisa en elle. Non pas de douleur, mais d'un immense soulagement, d'une profonde gratitude, d'un amour qui ne pouvait plus être nié. « Pourquoi faites-vous ça pour moi ?» demanda-t-elle, la voix étranglée. « Pourquoi risquez-vous tout? Affrontez-vous tout le village? Vous opposez-vous à des gens puissants pour moi ?» Jean-Pierre s'approcha d'elle, s'agenouilla devant la chaise où elle était assise pour être à sa hauteur, et prit ses mains entre les siennes. « Parce que je t'aime, Hélène. » Les mots sortirent simples, directs, sans fioriture, à la manière de Jean-Pierre. « Je ne sais pas exactement quand ça a commencé. Si c'est quand je t'ai vu être humilié sur la place et que j'ai senti quelque chose se briser en moi, si c'est pendant nos conversations nocturnes sur la véranda, si c'est en te voyant ramener la vie dans cette maison vide, si c'est en réalisant que pour la première fois en 5 ans, je me réveillais avec l'envie de me réveiller, parce que je savais que j'allais te voir. Je ne sais pas quand ça a commencé, mais je sais que c'est réel. Je t'aime, Hélène. Je t'aime pour ta force, pour ta dignité, pour la façon dont tu as survécu quand n'importe qui aurait abandonné. Je t'aime pour la bonté qui existe encore en toi, malgré tout ce que tu as traversé. Je t'aime parce que quand je suis avec toi, je suis celui que j'ai toujours voulu être, mais que je n'arrivais pas à être. Et je me battrai pour toi. Je me battrai pour la justice que tu mérites, non pas parce que tu as besoin de moi, mais parce que je choisis d'être à tes côtés, parce que c'est ce qu'on fait quand on aime quelqu'un. On choisit de rester, on choisit de se battre, on choisit de risquer. Hélène pleurait ouvertement maintenant, mais c'étaient des larmes de bonheur, mêlées à des larmes d'années de douleur trouvant enfin leur guérison. Elle porta ses mains à son propre visage, les tenant contre ses joues humides. « Je t'aime aussi, Jean-Pierre. Je ne sais pas non plus exactement quand ça a commencé, mais je sais que c'est la chose la plus vraie que j'ai jamais ressentie de ma vie. Je t'aime pour la façon dont tu m'as défendu, quand personne d'autre ne l'aurait fait. Je t'aime pour ta justice, pour ta force qui protège au lieu de détruire. Je t'aime parce que tu m'as vu quand le monde entier voulait seulement que je disparaisse. Je t'aime parce qu'à tes côtés j'ai découvert que je pouvais encore être heureuse, encore rêver, encore avoir un avenir. » Et là, dans le salon de la grande maison du domaine du Val-Sombre, avec François témoignant discrètement de loin, un sourire fier sur le visage, Jean-Pierre embrassa enfin Hélène. Ce ne fut pas le premier baiser timide et incertain de ceux qui découvrent l'amour. Ce fut le baiser de 2 personnes qui savaient déjà ce qu'elles voulaient, qui avaient déjà choisi l'un pour l'autre, qui avaient déjà affronté le monde pour être ensemble. Ce fut le baiser qui scella une promesse d'avenir partagé, de bataille menée côte à côte, d'un amour qui choisit consciemment d'affronter n'importe quelle tempête parce que cela en vaut la peine. Mais le chemin vers la justice ne serait pas facile, et avant la victoire viendrait la nuit la plus sombre. Car quand Odile et Lucien découvrirent que la vérité était sur le point d'éclater, quand ils surent que Jean-Pierre avait engagé le meilleur avocat de Lyon pour analyser les documents, quand ils réalisèrent qu'ils étaient sur le point de tout perdre et d'aller en prison, ils désespérèrent et prirent une décision qui faillit tout leur coûter.
Ce fut une nuit sans lune, 2 semaines après le retour de François de Lyon avec les copies des documents, que 2 hommes cagoulés, engagés et payés par Lucien, arrivèrent silencieusement au domaine du Val-Sombre, avec des bidons de pétrole et des torches. Le plan était simple et brutal, incendier tout le domaine, détruire les preuves que Jean-Pierre gardait et, avec un peu de chance, causer des pertes qui élimineraient définitivement le problème Hélène. Le feu commença dans la grange, où étaient stockés le foin et les céréales, et le matériau sec prit feu avec une vitesse effrayante. Ce fut le hennissement désespéré des clercs qui étaient dans l'écurie voisine et sentit l'odeur de la fumée qui réveilla Jean-Pierre. Il sauta du lit, courut à la fenêtre et vit les hautes flammes dévorer la grange et commencer à se propager au toit de l'écurie. « Au feu! Hélène, réveille-toi! Le feu au domaine !» Son cri résonna dans la maison, et Hélène se réveilla en sursaut, courant vers lui. Jean-Pierre enfila rapidement son pantalon, prit un foulard pour se couvrir le visage, et dit à Hélène « Tu sors de la maison, tu vas loin des bâtiments, reste près du ruisseau où la fumée n'arrive pas. Je vais sortir les chevaux de l'écurie et réveiller les ouvriers dans le hangar. » Avant qu'Hélène ne puisse protester, il était déjà sorti en courant. La scène était un chaos absolu. Les flammes illuminaient la nuit noire. La chaleur était intense, même à plusieurs mètres de distance. La fumée noire et dense montait, formant un nuage qui couvrait les étoiles. Jean-Pierre réussit à ouvrir l'écurie et à libérer les chevaux qui s'enfuirent au galop loin du feu. Puis il courut jusqu'au hangar où dormaient François, Benoît et le jeune Joseph, frappant à la porte et criant pour les réveiller « Au feu, réveillez-vous! Il faut maîtriser ça avant que ça ne se propage à la maison. » Les 3 hommes sortirent en titubant, encore à moitié endormis, mais l'adrénaline les réveilla complètement en voyant l'ampleur de l'incendie. « Benoît et Joseph, vous faites la chaîne avec des seaux d'eau du ruisseau. Essayez de mouiller le toit de la maison et de l'enclos pour qu'ils ne prennent pas feu. François, avec moi, on va essayer de sauver ce qu'on peut de la grange. » Jean-Pierre savait que c'était risqué, savait que la structure pouvait s'effondrer à tout moment, mais il y avait des outils importants à l'intérieur, les semences de la prochaine récolte, du matériel coûteux qu'il ne pouvait pas perdre. Lui et François entrèrent en courant dans la grange en flammes, tenant des foulards mouillés sur leur visage, essayant de prendre ce qu'ils pouvaient avant qu'il ne soit trop tard. C'est alors que Jean-Pierre traînait un lourd sac de semences qu'il entendit le craquement sinistre au-dessus de sa tête. Une des poutres principales du toit, rongée par le feu, commençait à céder. « Sors, François, ça va s'effondrer !» François réussit à sortir à temps, mais Jean-Pierre était plus à l'intérieur. La poutre s'effondra avec un fracas terrible, tombant entre lui et la sortie, bloquant le chemin et coinçant sa jambe gauche sous un morceau de bois lourd et en flammes. La douleur fut instantanée et atroce. Jean-Pierre cria, essayant de tirer sa jambe, mais le poids était trop grand et la fumée devenait de plus en plus dense, rendant la respiration, la pensée difficile. Il pouvait sentir la chaleur des flammes se rapprocher. Il pouvait entendre les cris désespérés de François à l'extérieur, appelant à l'aide. Il pouvait sentir sa conscience commencer à s'évanouir alors que la fumée emplissait ses poumons. C'est alors que, à travers la fumée et les flammes, il vit une silhouette courir vers lui. « Non, Hélène, non !» Mais elle ne s'arrêta pas. Hélène, qui aurait dû être en sécurité près du ruisseau, qui aurait dû être loin de tout ce danger, était revenue en courant dans l'enfer de fumée et de feu, parce qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés pendant que l'homme qu'elle aimait était en danger de mort. Elle avait noué un tissu mouillé sur son visage, avait trempé toute sa robe dans le ruisseau et traversait maintenant les flammes avec une détermination qui ne venait pas du courage, mais d'un amour pur et désespéré. « Jean-Pierre, tiens bon, je vais te sortir de là. » Elle arriva jusqu'à lui, et ensemble, elle utilisant sa force surprenante et lui ignorant la douleur atroce dans sa jambe, ils réussirent à soulever la poutre juste assez longtemps pour qu'il puisse dégager sa jambe. Hélène l'aida à se relever, passa son bras autour de sa taille et le traîna pratiquement hors de la grange, quelques secondes avant que le reste du toit ne s'effondre complètement dans un fracas de flammes et d'étincelles.
Ils tombèrent sur le sol à l'extérieur, toussant violemment, couverts de suie et de cendres, mais vivants. François, Benoît et Joseph coururent vers eux, les aidant à s'éloigner tout en continuant à lutter contre le feu, qui, heureusement, commençait maintenant à être maîtrisé, car le vent avait changé de direction et la chaîne de seaux d'eau avait réussi à protéger les autres bâtiments. La grange était perdue, complètement détruite, mais le reste du domaine était sauvé. Jean-Pierre, assis par terre, le dos contre un arbre, la jambe brûlée et probablement cassée, lui faisant un mal de chien, regarda Hélène, qui était assise à côté de lui, le visage couvert de suie, mais les yeux verts brillant à la lumière des flammes qui brûlaient encore, et sentit quelque chose exploser dans sa poitrine. Cette femme qui aurait dû être trop traumatisée pour agir, qui aurait dû être paralysée par la peur, qui aurait dû penser d'abord à elle-même, était revenue en courant dans le feu pour le sauver. Elle avait risqué sa propre vie sans hésiter, parce qu'elle ne pouvait pas vivre dans un monde où il ne serait pas. Là, avec le domaine en feu en arrière-plan, avec la douleur physique la plus intense qu'il ait jamais ressentie, avec l'odeur de fumée et de destruction dans l'air, Jean-Pierre prit le visage d'Hélène entre ses mains calleuses et sales de cendre, et dit les mots qu'il avait besoin de dire depuis cette nuit sur la véranda, mais qu'il n'avait pas eu le courage de prononcer jusqu'à ce moment où il avait failli tout perdre. « Je t'aime plus que ma vie. Tu viens de prouver que je peux te confier ma vie, et maintenant je veux que tu me confies la tienne. Hélène, épouse-moi, pas parce que tu as besoin de protection, pas parce que je te sauve, mais parce que je te choisis, parce que je te choisis par-dessus tout en ce monde, parce que je veux passer chaque jour du reste de ma vie à te prouver que tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. » Hélène, des larmes traçant des lignes propres sur son visage couvert de suie, répondit d'une voix étranglée mais ferme. « Oui, oui, je t'épouserai, Jean-Pierre. Je t'épouserai parce que je te choisis aussi, parce que je veux aussi prouver chaque jour que tu n'as pas eu tort de me défendre ce matin-là sur la place. Je t'épouserai parce qu'ensemble, nous sommes plus forts que seuls. Parce qu'ensemble, nous pouvons affronter n'importe quel feu, n'importe quelle tempête. Et là, avec le domaine du Val-Sombre brûlant dans leur dos, avec les ouvriers travaillant à maîtriser les dernières flammes, avec le ciel commençant à s'éclaircir, annonçant l'aube d'un nouveau jour, deux survivants de tragédies différentes scellèrent leur engagement par un baiser qui avait le goût des cendres et de la fumée, mais qui était le baiser le plus vrai que l'un ou l'autre ait jamais donné. Parce que c'était le baiser de ceux qui avaient failli tout perdre et comprenaient maintenant la valeur de ce qu'ils avaient, le baiser de ceux qui avaient choisi l'amour, même quand il aurait été beaucoup plus facile de choisir la sécurité de la solitude. Le dimanche suivant, Jean-Pierre convoqua une réunion sur la place du village de Sainte-Marie-du-Val. Même avec la jambe bandée et s'appuyant sur une canne pour marcher, même avec des marques de brûlure encore visibles sur ses bras, il apparut avec Hélène à ses côtés, tous deux la tête haute, tous deux prêts à affronter les démons qui les hantaient. La nouvelle se répandit rapidement. Le roc avait quelque chose d'important à dire, des preuves à présenter, des vérités à révéler. La place était bondée quand ils arrivèrent, propriétaires, commerçants, ménagères, enfants, tous curieux, tous sachant que quelque chose de grand était sur le point de se produire. Odile était là, le visage tendu, essayant de maintenir une façade d'indignation. Lucien aussi, les yeux nerveux sautant d'une personne à l'autre. Le greffier Joachim essayait de se faire invisible au fond de la foule. Jean-Pierre monta sur les marches de l'église, Hélène à ses côtés, et quand il parla, sa voix grave résonna sur toute la place. « Vous me connaissez tous. Vous connaissez ma famille, mon travail, ma parole. C'est pourquoi je vous demande de m'écouter attentivement. Car ce que je vais dire aujourd'hui va changer la façon dont vous voyez certains événements, certaines personnes, certaines injustices qui ont été commises sous le nez de nous tous. » Il fit une pause, laissant le silence grandir, sentant toutes les attentions fixées sur lui. « Cette femme à mes côtés, Hélène Moreau, a été volée. Volée non seulement de ses biens matériels, mais de sa dignité, de son avenir, de tout ce que sa mère a travaillé pour lui laisser.
et celle qui l'a volée est celle qui aurait dû la protéger, sa propre belle-mère, Odile Moreau, avec l'aide de son frère, Lucien Mercier, et du greffier Joachim. Le murmure commença à grandir dans la foule. Odile tenta de protester, mais Jean-Pierre la coupa d'un geste. « J'ai des preuves, j'ai des documents des bureaux de Lyon qui prouvent que Claire Moreau, la mère d'Hélène, a laissé un acte de propriété de 50 hectares au nom de sa fille. J'ai des documents qui prouvent qu'Odile Moreau a falsifié un testament en apposant la signature de Claire à une date où elle était déjà morte depuis 8 ans. J'ai des documents qui prouvent qu'en utilisant ce faux testament, Odile a vendu les terres d'Hélène à un commerçant de Lyon, empochant une fortune qui ne lui appartenait pas. Et j'ai la confession du greffier Joachim. » Et là, il désigna l'homme qui tentait de se cacher dans la foule, qui a admis avoir falsifié les registres en échange du paiement de dettes de jeu qu'il avait envers Lucien Mercier. Le silence sur la place était maintenant absolu. Toutes les attentions se tournèrent vers Odile, qui était pâle, tremblante, essayant de formuler une défense, mais sans y parvenir. Lucien tenta de quitter discrètement la place, mais quelques hommes, y compris des propriétaires que Jean-Pierre connaissait et respectait, lui bloquèrent la sortie. Le commissaire Arnaud, qui était présent, s'approcha avec une expression sérieuse. Jean-Pierre continua. « Et ce n'est pas tout. L'incendie qui a failli détruire mon domaine il y a 2 semaines, qui a failli me tuer, qui a failli tuer la femme que j'aime, n'était pas un accident. C'était un incendie criminel, commandité par Lucien Mercier pour détruire les preuves que j'avais et pour nous éliminer avant que nous puissions exposer la vérité. J'ai des témoins qui ont vu 2 hommes quitter la propriété cette nuit-là. Des hommes qui ont été reconnus comme des hommes de main connus de Lucien, des hommes qui sont déjà en prison à Lyon et qui ont tout confirmé en échange d'une réduction de peine. » Jean-Pierre se tourna vers Hélène, et il y avait dans ses yeux autant d'amour que de détermination. Cette femme a été humiliée sur cette même place il y a des mois. Elle a été traitée de salope, de sans-vergogne, de profiteuse. Et beaucoup d'entre vous sont restés silencieux, observants, jugeants, contribuant à l'injustice par votre silence. Mais la vérité est la suivante. Hélène Moreau est une victime, pas une coupable. Elle a été volée par ceux qui auraient dû la protéger, calomniée par ceux qui auraient dû l'aimer, expulsée de sa propre maison, parce que découvrir la vérité signifiait la perte de tout pour ses bourreaux. Et quand je l'ai défendue ce matin-là, ce n'était pas par pitié ou par charité. C'était parce que j'ai reconnu en elle quelque chose que tout le monde aurait dû reconnaître. La dignité, la force, le courage de survivre, quand il aurait été plus facile d'abandonner. Il éleva la voix, regardant maintenant directement Odile et Lucien. « Devant vous tous ici présents, j'accuse formellement Odile Moreau et Lucien Mercier de faux en écriture, de détournement de fonds, de fraude et de tentative d'homicide. Et je demande au commissaire Arnaud de les arrêter immédiatement avant qu'ils ne tentent de fuir ou de détruire d'autres preuves. » Le commissaire n'hésita pas. Il connaissait Jean-Pierre depuis des années. Il savait que ce n'était pas un homme à porter des accusations à la légère. Et les preuves que Jean-Pierre avait présentées étaient irréfutables. Odile fut menottée sur le champ, criant des protestations que plus personne n'écoutait ou ne croyait. Lucien tenta de résister, mais fut rapidement maîtrisé par 3 hommes qui le maintinrent pendant que le commissaire lui passait les menottes. Le greffier Joachim, sachant qu'il n'y avait pas d'échappatoire, baissa simplement la tête et attendit son tour d'être arrêté. Quand les 3 furent emmenés, la place explosa en conversation, en exclamations de choc, en excuses murmurées. Plusieurs femmes qui avaient été cruelles avec Hélène s'approchèrent avec des expressions honteuses, essayant de dire quelque chose, mais les mots ne venaient pas facilement. Hélène, cependant, fit preuve d'une grâce qui surprit tout le monde. Quand l'une des femmes, qui avait été la plus virulente à la condamner, s'approcha et dit en larmes « Je ne savais pas. Pardon, s'il vous plaît, pardonnez-moi. » Hélène prit simplement la main de la femme et répondit « Je vous pardonne, parce que je sais qu'il est difficile de voir au-delà de ce qu'on nous raconte, surtout dans un petit village où les rumeurs courent vite.
Mais j'espère que cela nous servira de leçon à tous. Ne jugez pas sans connaître la vérité. Ne condamnez pas sur la base de ragots. Ne tournez pas le dos à quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'aide, simplement parce qu'il est plus confortable de suivre la foule. C'est alors que Jean-Pierre, avec sa béquille soutenant toujours son poids, se tourna vers Hélène devant tout le village et fit ce qu'il avait prévu de faire. Il s'agenouilla avec une certaine difficulté, sortit de sa poche une simple bague en or qui avait appartenu à sa mère et demanda à voix haute, pour que tout le monde entende, « Hélène Moreau, veux-tu m'épouser ? Pas par gratitude, pas pour la protection, pas parce que tu as besoin de moi ou que j'ai besoin de toi, mais parce que je t'aime de chaque fibre de mon être. Parce que je veux passer chaque jour du reste de ma vie à tes côtés, parce que tu m'as fait revivre alors que je ne faisais qu'exister. Acceptes-tu d'être ma femme, ma compagne, ma famille ?» Les larmes coulaient librement sur le visage d'Hélène alors qu'elle regardait cet homme incroyable, qui l'avait défendu quand personne d'autre ne l'aurait fait, qui avait tout risqué pour elle, qui l'aimait non pas malgré ses cicatrices, mais en les incluant. « Oui, » dit-elle d'une voix ferme, mais émue. « Oui, j'accepte. J'accepte d'être ta femme, ta compagne, ta famille. J'accepte de passer chaque jour à te prouver que tu as fait le meilleur choix de ta vie en me défendant ce matin-là. J'accepte de construire avec toi un avenir qui honore tout l'amour qui nous a menés jusqu'ici. » Le baiser qui scella cet engagement fut vu par tout le village de Sainte-Marie-du-Val, et beaucoup de ceux qui avaient jugé sans savoir, de ceux qui avaient tourné le dos, de ceux qui avaient contribué à l'injustice par leur silence, ressentirent une profonde honte dans leur cœur et jurèrent de ne plus jamais commettre la même erreur. 3 mois plus tard, un jour de septembre, où le soleil brillait fort, mais où la brise fraîche annonçait le printemps qui arrivait, alors que le domaine du Val-Sombre était déjà reconstruit, et encore plus beau qu'avant, avec la nouvelle grange érigée et les marques de l'incendie transformées en souvenirs de survie plutôt que de tragédie, Jean-Pierre Dubois et Hélène Moreau se marièrent à l'église paroissiale de Sainte-Marie-du-Val. Tout le village était présent, cette fois pour célébrer, non pour juger. Hélène portait une simple robe de coton blanc avec de la dentelle délicate et le châle bleu clair qui avait appartenu à la mère de Jean-Pierre. Lui, en habit neuf mais simple, tenant son chapeau à la main, avait un sourire que personne n'avait vu sur son visage depuis des années. Le père Augustin, qui avait appris une dure leçon sur le jugement hâtif, célébra la cérémonie avec une sincérité renouvelée, demandant silencieusement pardon pour ses jugements passés. Hélène, maintenant avec ses terres restituées et avec l'indemnisation versée par le commerçant de Lyon qui avait acheté une propriété volée, était financièrement indépendante. Elle avait assez d'argent pour acheter 3 domaines de la taille du Val-Sombre, pour vivre confortablement le reste de sa vie, pour ne plus jamais dépendre de personne. Mais elle choisit d'épouser Jean-Pierre, non par nécessité, non par sécurité financière, mais par un amour authentique et profond. Elle le choisit parce qu'il l'avait aimée quand elle n'avait rien, parce qu'il l'avait défendue quand cela coûtait cher de le faire, parce qu'il la voyait non pas comme une victime à sauver, mais comme une partenaire égale à honorer. Lors de la cérémonie, lorsque le prêtre demanda « Jean-Pierre, acceptez-vous Hélène comme votre légitime épouse pour l'aimer et la respecter dans la joie et dans la peine, dans la santé et dans la maladie pour le reste de vos vies ?» Jean-Pierre répondit d'une voix ferme et émue « Je l'accepte, devant Dieu et devant vous tous ici présents. Je l'accepte et je promets que chaque jour de ma vie sera consacré à la rendre heureuse, à l'honorer, à la protéger, non pas parce qu'elle en a besoin, mais parce qu'elle le mérite. » Et quand le prêtre posa la même question à Hélène, elle répondit « J'accepte et je promets d'être à ses côtés la femme que ma mère a rêvé que je sois, forte, digne, aimante. Je promets de construire avec lui non seulement une maison, mais un foyer, non seulement une famille, mais un héritage d'amour et de justice. » La fête qui suivit fut simple mais joyeuse,
avec de la nourriture abondante, de la musique de vielle, des enfants courant dans la cour et un sentiment de renouveau dans l'air, comme si tout le village célébrait non seulement un mariage, mais aussi le triomphe de la justice et de la vérité. Odile et Lucien furent condamnés à 5 ans de prison pour fraude et détournement de fonds, leurs biens confisqués pour payer les réparations. Le greffier Joachim perdit son poste et fut condamné à 3 ans, en plus d'être banni de tout office notarial pour le reste de sa vie. Les hommes de main qui avaient incendié le domaine reçurent des peines encore plus longues. La justice avait enfin été rendue. Et quand, 1 an après le mariage, Hélène tomba enceinte et donna naissance à une petite fille en bonne santé, aux yeux marrons comme ceux de son père et aux cheveux châtain clairs comme ceux de sa mère, qu'ils appelèrent Claire, en hommage à la mère d'Hélène et aussi en hommage à la première femme de Jean-Pierre, car tous deux étaient d'accord que l'amour n'efface pas l'amour précédent, mais s'y ajoute. Tout le monde dans la région y vit une bénédiction divine, la confirmation que cet amour né de la défense des opprimés, cet amour qui avait choisi d'affronter le monde plutôt que de céder, cet amour qui avait transformé l'humiliation en honneur et la solitude en famille, était béni et destiné à prospérer. Assis sur la véranda de la grande maison par un après-midi d'automne doré, avec la petite Claire dormant paisiblement sur leurs genoux, le verger de cerisiers chargé de fruits, les pâturages verdoyants après les pluies généreuses, le bétail gras et en bonne santé paissant tranquillement, le domaine prospère et plein de vie, Jean-Pierre et Hélène se regardèrent et sûrs, sans avoir besoin de dire un mot, qu'ils avaient trouvé non seulement l'amour, mais la rédemption, qu'ils avaient trouvé non seulement un partenaire, mais un but, qu'ils avaient trouvé non seulement une fin heureuse, mais un nouveau départ véritablement béni. Le domaine du Val-Sombre, qui était autrefois un symbole de solitude et de perte, devint un refuge d'espoir, non seulement pour le couple, mais pour d'autres personnes de la région confrontées à des injustices. Hélène, avec sa nouvelle prospérité et la force qu'elle avait développée à travers les épreuves, y créa un petit foyer d'accueil pour les femmes qui n'avaient nulle part où aller, où elle enseignait des métiers comme la couture et la cuisine, offrait un travail rémunéré et une protection. De nombreuses veuves, de nombreuses orphelines, de nombreuses femmes expulsées de chez elles par des familles cruelles, trouvèrent au domaine non seulement un abri temporaire, mais un modèle montrant qu'il était possible de survivre, de prospérer et de conserver sa dignité. L'histoire de Jean-Pierre et Hélène devint légendaire dans la région, transmise de génération en génération, non seulement comme une romance, mais comme un exemple de justice, de courage, pour défendre ce qui est juste même quand tout le monde s'y oppose, d'un amour qui choisit consciemment d'affronter les tempêtes parce qu'il reconnaît que la personne à ses côtés vaut chaque bataille. Les enfants grandissaient en entendant comment le roc avait défendu la rose du désert, le surnom affectueux qu'Hélène avait gagné pour sa beauté délicate qui cachait une force inébranlable. Et ils apprenaient que le véritable héroïsme ne consiste pas à ne jamais tomber, mais à se relever encore et à tendre la main pour aider les autres à se relever aussi. Et ainsi, là où il n'y avait qu'humiliation et injustice, a fleuri non seulement un amour véritable, mais aussi la compréhension profonde que la dignité d'un être humain ne peut être volée par les circonstances, ne peut être détruite par la cruauté d'autrui, ne peut être effacée par des jugements injustes. Elle peut être obscurcie temporairement, peut être ignorée par ceux qui choisissent de ne pas voir, peut être attaquée par ceux qui se sentent menacés par elle, mais elle reste intacte, attendant patiemment que quelqu'un d'assez courageux pour la voir, la reconnaître et la défendre. L'histoire de Jean-Pierre Le Roc Dubois et d'Hélène Moreau a enseigné au village de Sainte-Marie-du-Val et à tous ceux qui l'ont entendu par la suite que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'intimidation des faibles, mais dans la protection de ceux qui ne peuvent pas se protéger eux-mêmes. Qu'il ne s'agit pas d'accumuler des richesses aux dépens des autres, mais d'utiliser ce que l'on a pour construire la justice. Elle a enseigné que l'amour le plus vrai n'est pas celui qui naît de la perfection ou de la commodité,
mais celui qui choisit de voir la dignité là où d'autres ne voient que le malheur, qui décide de rester non par obligation ou pitié, mais en reconnaissant en l'autre personne un miroir de sa propre humanité blessée et pourtant inébranlable. Elle a enseigné que parfois, le destin met sur notre chemin exactement ce dont nous avons le plus besoin, même lorsque nous ne sommes pas préparés, même lorsque cela semble impossible, même lorsque le monde entier insiste sur le fait que nous avons tort. Et elle a enseigné que le courage d'écouter son propre cœur, de défier les conventions injustes, de choisir l'amour plutôt que la peur, ce courage peut transformer non seulement 2 vies, mais toute une communauté, laissant un héritage qui transcende les générations. Alors, dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette fin émouvante, de cette histoire d'injustice transformée en justice, d'humiliation transformée en honneur, de solitude transformée en amour véritable et en famille bénie? Laissez votre opinion dans les commentaires. Elle est très importante pour nous. Et si cette histoire de courage, d'amour qui choisit de se battre, de dignité qu'aucune cruauté ne peut détruire, a touché votre cœur, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et aidez-nous à atteindre les 100 000 abonnés. Partagez la vidéo pour que d'autres personnes puissent aussi ressentir cette si belle leçon de vie, pour que d'autres comprennent qu'il n'est jamais trop tard pour défendre ce qui est juste, pour choisir l'amour, pour reconstruire après la tempête. Et ne partez pas maintenant. Cliquez sur la prochaine histoire, car de nombreux récits émouvants de l'époque vous attendent. Des histoires de personnes réelles qui ont affronté des situations impossibles et ont trouvé des forces qu'elles ne soupçonnaient pas. Des histoires qui vous feront croire qu'il vaut toujours la peine de se battre pour l'amour et la justice. On se retrouve là-bas.